Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un vrai scandale actuel, donc de l'affaire Betaram, je suis à peu près sûre que vous n'êtes pas passé à côté. C'était important pour moi de parler de cette affaire parce que déjà elle est liée à des violences sexuelles, qu'elle montre bien aussi la défaillance institutionnelle et les problèmes qu'on peut avoir autour de la politique, de la justice et de la prise en charge, de l'écoute des victimes et de la prise en charge des victimes au niveau, à tous les niveaux en fait. Donc je trouve que c'est vraiment une affaire qui montre bien tous les dysfonctionnements de la société en règle générale concernant les violences sexuelles, notamment faites aux enfants, qui est pour moi quelque chose d'extrêmement grave et qui montre qu'il est vraiment temps de se réveiller et de se bouger pour changer les choses, pour pouvoir sauver les enfants, éviter qu'il y ait d'autres victimes par la suite. Donc pour moi c'est un sujet extrêmement important qui me met énormément en colère aussi vis-à-vis évidemment du positionnement des politiques et notamment de François Bayrou. Et c'est évidemment par aussi de voir que en fait il y avait des soucis, il y avait des plaintes, il y avait des dénonciations depuis les années 50 et peut-être même déjà avant, mais en tout cas on a pu remonter jusqu'aux années 50 et que les institutions n'ont pas bougé, n'ont jamais rien fait pour pouvoir sauver les enfants, pour réellement les écouter et surtout pour agir contre et surtout pour agir au sein de cet établissement et en fait laisser cet établissement les pleins pouvoirs pour pouvoir continuer de maltraiter les enfants durant toutes ces décennies. Et c'est vraiment ça qui me met en colère, c'est de penser à toutes ces vies qui ont été brisées, à tous ces enfants qui ont été démolis, alors que depuis les années 50 on savait qu'il y avait des problèmes de violence et qu'on aurait déjà pu agir à ce moment là. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je me présente rapidement. Donc je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles, je suis militante féministe et enfantiste et je suis également coach en révélation de soi. Donc je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Donc tout de suite on va attaquer le sujet de cette vidéo et donc ce scandale qui pour moi est même un scandale d'État concernant l'établissement catholique Betaram. Cet établissement catholique et privé a été construit en 1853 et se situe à une trentaine de kilomètres de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc au 25 février, on était à 140 plaintes, il y avait 40 autres plaintes qui devaient être déposées, donc on doit être aujourd'hui à plus de 180 plaintes. Et ces plaintes concernent des faits de violence physique et sexuelle. Et ces plaintes couvrent une période de 1950 à 2010. Alors la première plainte en fait concerne le père Henri Lamas qui travaillait dans les années 50 comme surveillant de l'internat. Et donc il a été en 1957 accusé de plusieurs faits d'agression sexuelle sur mineurs. Ces enfants se sont plaints en fait auprès de la direction, mais il n'y a pas eu en fait d'enquête, il n'y a pas eu de sanction de la part de l'établissement. Et donc il n'y a pas eu, cela n'a pas été remis auprès de la justice. Il faut savoir que dans les années 80, ce même prêtre a intégré un autre établissement catholique du côté de Limoges. En 2010, les faits d'agression sexuelle en fait remontent à la surface, mais la gendarmerie estime que ces faits sont désormais prescrits. Et suite à ça, en fait, le prêtre Henri Lamas va être muté en Cisjordanie, mais il va revenir à Betaram dans l'EHPAD en fait, qui est juste à côté de l'établissement pour lorsqu'il prendra sa retraite en 2018. Donc il faut savoir que la victime principale qui a osé dénoncer du coup ces faits de pédocriminalité concernant ce prêtre a finalement été reconnue en tant que victime par l'église, donc par la commission de reconnaissance et réparation qui lui a versé des indemnités de 35 000 euros pour les faits dont il a été victime. Donc il a été reconnu victime au final, mais ça a pris énormément de temps parce qu'il a été reconnu victime qu'en 2023 concernant ces faits qui avaient eu lieu dans les années 50. Donc c'est quand même un truc de fou. Hein. Ensuite, l'autre plainte qui a été recensée date de 1996 et donc là c'est une plainte pour violence, c'est-à-dire que c'est un élève qui a reçu une gifle tellement forte qu'elle lui a perforé le tympan. Et cet élève a également souffert d'hypothermie parce que une des punitions, sanctions en fait qui étaient souvent données aux élèves de cet établissement, c'était de les mettre en sous-vêtements sur le perron pendant plusieurs heures, parfois de nuit et parfois en plein hiver, donc avec des températures en dessous de zéro. C'était le cas de cet élève en fait, donc il était, en plus d'avoir le tympan perforé, était en hypothermie. Donc il a dû recevoir des soins pour tout ça. Et donc il a porté plainte à ce moment-là en 1996 contre un surveillant.
Donc concernant la plainte de 96, donc pour la gifle qui a quand même le jeune garçon qui avait 14 ans à l'époque a perdu 40% de son audition. Le surveillant avait été condamné à 5 000 € avec sursis. Voilà, bon. Et puis surtout il a pu reprendre son poste suite à cette condamnation. C'est ça qui est quand même le plus choquant. Donc en 1998, c'est le père Caricart qui va être lui mis en examen suite à des plaintes pour violences sexuelles et viols. Le père Caricart a été directeur de l'établissement de 1987 à 1993. Suite à cette plainte, il est mis en examen mais libéré. Il va être suite à ça exfiltré à Rome par le pape, mais il va se suicider. Donc en février 2000. Donc ce suicide va mettre fin évidemment à l'instruction. Il faut savoir que au moment, donc le 25 février, sur les 140 plaintes, il y avait à peu près 70 plaintes pour violences physiques et 70 plaintes pour violences sexuelles et viols. Donc c'est à peu près moitié-moitié au niveau des plaintes. Sachant que la majorité de ces plaintes sont malheureusement prescrites aujourd'hui. Donc en fait, ce qui fait scandale aussi dans cette affaire, c'est en dehors du fait que les enfants en réalité ont parlé dès les années 50, mais que l'établissement a fermé les yeux, que la protection des enfants, que l'éducation nationale, que le département, que voilà, la police, enfin toutes les juridictions qui auraient pu intervenir ne sont pas intervenues et ont fermé les yeux. Que même quand il y a eu des condamnations derrière, en fait, il n'y a pas eu d'inspection au niveau, par exemple, de l'inspection académique, au niveau de l'éducation nationale. Il n'y a pas eu d'inspection depuis, ça a été enregistré, ça a été validé par le ministère de l'Éducation nationale auprès des journalistes de Mediapart qu'effectivement il y avait juste eu une inspection rapide mais qui n'avait rien donné et qui en fait ils avaient quand même fait un rapport qui démontrait qu'il y avait des violences, des faits de violence et que derrière il n'y a rien eu de fait concrètement pour mettre fin à ce système. C'est un truc de fou quand même. Et donc en dehors du silence et de toutes ces institutions, il y a aussi évidemment la mise en cause de notre cher Premier ministre François Bayrou, qui est quand même là aussi extrêmement choquant. Donc pour rappel, François Bayrou, qui c'est? Donc c'est un homme politique français. Donc il est né en 1951 donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc en 1982, il est élu conseiller général des Pyrénées-Atlantiques. Il va tenir ce poste pendant 26 ans jusqu'en 2008. En 1986, il est élu député des Pyrénées-Atlantiques. Il est maire de Pau depuis 2014. Il a été ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 1997. Donc les plaintes, rappelez-vous, les deux plaintes qui ont eu lieu dans les années 90, c'était 96, la première plainte. Donc en 96, il était encore ministre de l'Éducation nationale, donc il en a forcément entendu parler. Et il est du coup depuis décembre 2024 notre Premier ministre. Donc en fait, le scandale, c'est qu'il dit qu'il n'était absolument pas au courant de ces plaintes, qu'il n'était pas au courant qu'il y a eu des dénonciations pour violence et pour violence sexuelle. Or, il était très proche de cet établissement puisque sa femme, il y a enseigné dans les années 90 le catéchisme. Il y a eu notamment le témoignage d'une professeure de mathématiques, Mme Françoise Gulung, j'espère que je prononce bien son nom, qui a été professeure de mathématiques donc à Notre-Dame de Bétharram de 94 à 96, qui relate de plusieurs moments où, notamment une scène où elle était en présence donc d'Elisabeth Bayrou, donc la femme de François Bayrou, dans les couloirs où elles ont entendu des bruits de violence. Et où du coup elle a dit à Madame Bayrou c'est quand même pas normal, qu'est-ce qu'on peut se faire? Et en gros Madame Bayrou a balayé ça voilà, d'un signe de main en disant non mais avec certains enfants il n'y a pas d'autre solution, on peut rien faire d'autre malheureusement. Donc en gros, quelque part, enfin en tout cas c'est l'impression qu'a eu ce professeur, c'est que Madame Bayrou estimait que il y avait quand même une sorte de hiérarchie au niveau des élèves, que par exemple ses propres enfants qui étaient à ces moments-là scolarisés dans cet établissement, que eux ils risquaient pas d'avoir de violence parce qu'ils ne les méritaient pas, parce qu'ils étaient bien éduqués, bien élevés, tout ça, mais que d'autres enfants en fait étaient des enfants entre guillemets difficiles et que ces enfants-là, en gros, il n'y avait pas le choix, qu'il fallait les dresser entre guillemets par la violence. Donc déjà ça montre quand même l'état d'esprit de cette personne.
Et du coup, bah, cette professeure a été extrêmement choquée. Elle a alerté quand même la protection de l'enfance et les diocèses. Mais évidemment, cela, malgré ces alertes, cela n'a absolument rien donné. Donc c'est pour dire qu'il y a eu plusieurs fois des alertes, plusieurs fois des dénonciations et en fait personne n'a bougé et que Monsieur Bayrou était forcément au courant puisqu'au moment des faits ses enfants étaient scolarisés là-bas, que sa femme enseignait le catéchisme là-bas, que lui-même était ministre de l'Éducation nationale, donc quand même était au courant des affaires qui touchent à l'Éducation nationale logiquement en tant que ministre. Enfin, après on peut encore se poser des questions. Et que ces deux affaires, ces deux plaintes, en fait celle de 96 pour la gifle et celle de 98 pour viol contre le père Carica, ont été extrêmement médiatisées à l'époque. On a pu retrouver les archives qui prouvent que c'était passé dans tous les JT. Donc il était forcément au courant parce que c'est quand même un sujet qui touchait à son domaine. Et en plus, il est très proche du coup de cet établissement. Et au moment de la plainte, la première plainte en 96, il s'était rendu dans l'établissement pour soutenir en fait Notre-Dame de Bétarame. Et en 98, il avait rencontré le juge qui était chargé de l'affaire concernant la plainte de viol contre le père Carica. Hein. Donc c'était le juge Mirandre. Donc il a rencontré ce juge et ce juge reconnaît qu'ils sont effectivement vus à ce moment-là et que François Bayrou lui avait posé des questions sur l'affaire et qu'en gros il s'inquiétait surtout pour ses propres enfants qui étaient scolarisés dans cet établissement à ce moment-là. Donc il peut pas dire qu'il n'était pas au courant, mais apparemment ce qui l'inquiétait surtout c'était ses propres enfants et que la véracité des faits, bon, c'était pas trop son truc. Donc il faut quand même, c'est très grave puisque François Bayrou a été questionné devant l'Assemblée nationale le 11 février dernier en tant que Premier ministre et qu'il a assuré devant l'Assemblée nationale qu'il n'avait jamais été au courant de ces faits-là. Donc ça, c'est vraiment un scandale, c'est extrêmement grave. Donc voilà, j'ai essayé de refaire un résumé rapide des faits parce que je vous invite à voir, il y a plein de vidéos où vous allez pouvoir entendre le témoignage des anciens élèves de Bétarame, de ceux qui ont porté plainte et ça fait froid dans le dos, franchement, c'est... Voilà, les violences éducatives, ça fait longtemps que ça existe. Moi-même, je suis née en 84 et je sais qu'à à mon époque encore, dans certaines écoles, avec certains instituteurs, il y avait beaucoup de violence. Moi, j'avais mon instituteur de CP qui tapait sur les doigts avec une règle, qui pouvait humilier. Alors moi, ça, j'avais jamais eu, c'est pas arrivé dans ma classe, mais je sais que dans d'autres classes, c'est arrivé aussi qu'ils mettent des fessées cul nu devant toute la classe. Enfin, vous imaginez, aujourd'hui, ça serait un vrai scandale, mais ça se faisait encore dans les années 90. Et j'avais un autre instituteur, toujours en école primaire, qui lui pouvait tirer les oreilles et pouvait humilier aussi les élèves qui avaient plus de difficultés à comprendre. C'était même pas genre des élèves qui faisaient le bazar, qui étaient difficiles, et encore même là, de toute façon ce n'est pas justifié. C'était juste des élèves qui avaient des difficultés d'apprentissage et ceux-là, ils étaient violentés, ils étaient humiliés, et je suis à peu près sûre que ce genre de méthode, ça n'aide absolument pas, bien au contraire. Et donc voilà, c'est dans les années 90, c'est vrai que les violences étaient encore très courantes dans l'école, mais ça n'a jamais été accepté ou acceptable. Et surtout que à Notre-Dame de Bétarame, les violences étaient vraiment à un niveau encore au-dessus. Surtout que les enfants vivaient, puisque c'était un internat, donc ils vivaient les violences jour et nuit. Et qu'en plus il y a eu plusieurs faits de violences sexuelles et de viols, et que là évidemment que ça n'a jamais été acceptable et que c'est extrêmement grave. Et moi je trouve que cette affaire montre bien le problème au niveau des institutions, qu'elles ont tendance à fermer les yeux. Donc moi j'entends beaucoup de gens qui parlent aussi de l'église catholique. Alors évidemment que l'église catholique, elle a joué un rôle puisque le diocèse a été mis au courant aussi de différentes plaintes de violences et de violences sexuelles, notamment dans les années 90. Donc il a été alerté et a décidé de ne rien faire. Donc ils étaient au courant depuis très longtemps. Et du coup c'est vrai que évidemment que on sait que pendant des années il y a eu plus de 300 000 victimes, il me semble, qui a été recensé, donc des victimes dans l'église catholique, des enfants qui ont été violés. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je me semble que c'était environ 70 enfants par jour qui ont été victimes. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'avec la commission
Voilà, ils ont quand même reconnu les faits, ils ont reconnu leur responsabilité, ils ont reconnu leur responsabilité, ils ont reconnu aussi leur défaillance, le fait qu'ils avaient tendance à cacher ces faits-là et du coup à juste bouger en fait les prêtres par exemple qui étaient accusés mais ils les ont en quelque sorte protégés à ce moment-là. Donc après, avec la commission, ils reconnaissent les victimes et ils les indemnisent, mais après, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, parce qu'on voit bien qu'il y a encore des prêtres qui ont été accusés et qui, par exemple, échappent quand même à la justice, et notamment à la justice pénale, et ça, je trouve pas ça normal. Je pense que effectivement, les prêtres, ils vivent dans la société civile, que la plupart des victimes sont des personnes, sont des civils, et que du coup, ils devraient également être jugés par la société, donc par un tribunal pénal. Ce serait totalement normal. Et pour l'instant, c'est très rarement le cas. Donc là aussi, et je trouve que c'est pas tout à fait normal. Donc il y a encore énormément de choses à faire. Et après, l'Église catholique, en fait, agissait. On va espérer que ça évolue effectivement, comme toutes les autres institutions, parce que là, en fait, la protection de l'enfance était au courant, l'éducation nationale était au courant, le département était au courant, et tous n'ont pas bougé. Donc, en réalité, toutes les institutions, et notamment aussi politiques et au niveau de la justice, ne bougent pas, ne préfèrent fermer les yeux et ne condamnent pas assez, et prennent pas assez au sérieux la parole des victimes et ne condamnent pas suffisamment du coup les personnes qui se rendent coupables de violences sur les enfants, notamment et aussi de violences sexuelles et de viols. Donc c'est ça qui est extrêmement grave, et on voit qu'en dehors de l'Église catholique, c'est toutes les institutions qui ne fonctionnent pas correctement, qui ont fermé les yeux et qui auraient pu sauver les enfants, on va dire au minimum depuis les années 90, mais en réalité déjà depuis la fin des années 50. Et c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. On a laissé cet établissement agir en toute impunité, continuer à être violent, puisque les plaintes les plus récentes, je crois, elles datent de 2010, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis le deuxième problème, c'est évidemment la prescription des violences, et notamment des violences sexuelles sur mineurs. Je suis pour l'imprescriptibilité parce que en connaissant le parcours et la réalité psychique des violences sexuelles, en fait, beaucoup de victimes sont dans le déni ou souffrent d'amnésie traumatique pendant des années, parfois ça peut durer 10, 20, 30, 40 ans, il n'y a pas de règle en fait. Et qu'une fois qu'on retrouve la mémoire, il faut être en capacité aussi d'intégrer, d'accepter ce qui nous est arrivé, de réussir à en parler, de faire un premier travail thérapeutique avant de pouvoir s'exprimer et avant de pouvoir aussi en parler à ses proches et de pouvoir porter plainte, parce qu'en plus il faut savoir que ce sont des procédures qui sont très longues, qui sont extrêmement difficiles. Je ferai une autre vidéo aussi, du coup je vais refaire d'autres vidéos là-dessus sur le problème de la prescription et sur le problème aussi des violences institutionnelles et judiciaires quand on porte plainte, quand on a été victime de violences sexuelles, parce que c'est un vrai scandale également, et ça explique aussi pourquoi beaucoup de victimes ne portent pas plainte. Donc il y a toute cette affaire en fait relève toutes ces problématiques, plus, je suis désolée, la responsabilité d'un homme politique de premier plan, qui est l'homme politique le plus important de la région des Pyrénées-Atlantiques, qui aurait pu lui-même agir depuis les années 90, qui a préféré fermer les yeux. On sait que François Bayrou est très proche, est très catholique, très pratiquant, et que du coup il a tendance à défendre les établissements catholiques et à défendre en fait l'institution catholique, l'Église. Mais que là, les faits étaient beaucoup trop graves et qu'à un moment donné, il faut reconnaître qu'il y a des dysfonctionnements, qu'il y a des choses qui ne vont pas, et qu'il faut être prêt à prendre son courage à deux mains et à prendre ses responsabilités. Il ne l'a pas fait. Et le fait de continuer à dire qu'il n'était pas au courant, de continuer à mentir malgré toutes les preuves visuelles, les vidéos... voilà, le Mediapart, je suis déplaise à certains, ils ont fait un super travail journalistique. Tout est prouvé, et le fait que malgré toutes ces preuves il continue à s'enfoncer dans le mensonge, je trouve ça extrêmement grave pour un homme politique de premier ordre, pour un premier ministre. Et je voudrais rajouter aussi les réactions notamment d'Elisabeth Borne par exemple, qui reconnaît quand même une défaillance institutionnelle, mais qui par contre dénonce les méthodes journalistiques de Mediapart comme un peu malhonnête, et finalement continue de défendre François Bayrou et estime qu'il est victime dans cette affaire de harcèlement limite de la part des journalistes, et je trouve ça extrêmement grave parce que tout est prouvé.
et on peut pas avoir de tels propos. Et surtout ce qui me choque, et je vais terminer par ça, c'est qu'aucune de ces personnes n'ont une parole pour les victimes. Monsieur Bayrou, il se positionne lui-même en victime et il n'a aucun mot pour les réelles victimes, c'est-à-dire tous ces enfants qui ont subi ces violences pendant des décennies dans cet établissement qu'il a défendu bec et ongle durant toutes ces années. Voilà, et ben moi j'ai une parole et une pensée très forte, très émue pour toutes ces victimes, pour tous ces enfants qui ont été brisés, tous ces enfants aussi qui aujourd'hui ne seront peut-être plus là parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui devenus adultes face à ça malheureusement se suicident, mettent fin à leur jour. Ça c'est un fait, une réalité, et je sais qu'il y en a à qui c'est arrivé. Donc je pense à tous ces enfants, je pense à toutes ces familles qui apprennent, qui ont appris récemment la réalité du calvaire de leurs enfants, qu'ont vécu leurs enfants dans cet établissement. Et parfois, la plupart du temps, les familles n'étaient pas au courant, ne se sont pas rendues compte de la gravité des choses. Je pense à toutes ces victimes qui aujourd'hui ont cette force de porter plainte, de dénoncer les faits, de revenir sur tout ça, notamment médiatiquement, parce que je sais à quel point c'est compliqué. Donc voilà pour cette affaire concernant Notre-Dame de Bétharram. On sait qu'il y a plein d'autres établissements qui sont concernés par ce genre de violence et pour lequel le même système de silence a été mis en place. Donc les langues sont en train de se délier. Donc on espère que c'est pour la bonne chose, c'est-à-dire qu'enfin toutes les institutions mises en cause vont se réveiller, vont agir, que désormais tous ces établissements seront fermés, ou alors qu'il y aura plus de sécurité, c'est-à-dire qu'on va prendre plus en considération la parole des victimes, qu'on va faire des enquêtes, qu'il y aura des enquêtes de fait à chaque fois qu'une victime parlera, et qu'il y aura des sanctions qui seront prises à l'encontre des personnes accusées si les faits se révèlent réels, parce que c'est extrêmement important, on ne peut plus laisser passer ce genre de choses. Il faut que les enfants soient en sécurité, notamment quand ils sont à l'école. Ça paraît quand même assez logique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai essayé de vraiment, comme on en parle déjà beaucoup, de faire un résumé de cette situation et de donner aussi mon avis en tant que moi victime de violences sexuelles, parce que du coup forcément ça m'atteint, c'est quelque chose qui me touche plus profond de mon cœur et qui me met extrêmement en colère. J'attends vos avis en commentaire, n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez bien soin de vous. Merci de vous abonner pour soutenir mon travail et m'aider à me faire connaître. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à commenter ma vidéo pour la faire monter au niveau de l'algorithme de YouTube. Et puis prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.